Quand ce genre de cas se produit, de nombreuses hypothèses sont avancées, surtout par ceux qui étaient proches de la victime. Mais au fur et à mesure que l'enquête avance, les informations qui apparaissent choquent tout le monde. Des mensonges absurdes, une dissimulation stupéfiante et tout ce que vous pouvez imaginer de plus sordide. Bien sûr, je vais tout raconter en détail. Je suis Marcos Campos, soyez tous les bienvenus. Et cette affaire s'est déroulée au Guatemala et a eu un dénouement très insolite. Toute l'affaire est très bien documentée dans l'épisode d'aujourd'hui. Voici un conseil. Prenez un encas et installez-vous car il y a beaucoup à découvrir ensemble. Si tu peux, laisse un like, un commentaire, même si ce n'est qu'un emoji. Si tu ne peux pas devenir membre de la chaîne pour l'instant, ce n'est pas grave. Réfléchis-y, mais sinon reste avec moi jusqu'à la fin, c'est déjà beaucoup. Le personnage principal de l'épisode d'aujourd'hui est Cristina Molina, et elle est née le 9 avril 1977 dans la ville de Guatemala, qui est la capitale du Guatemala. Cristina a grandi avec ses parents, Ángeles Molina et Juan Luis Checavisa, ainsi qu'avec une sœur appelée Susana. Encore très jeune, Cristina s'est mariée avec Roberto Bereda de León. Et ce Roberto était un homme issu d'une famille avec un grand pouvoir d'achat dans le pays. Il travaillait comme directeur dans une entreprise de transport de passagers au Guatemala et il était le fils de Béatrice de León de Barreda, qui à l'époque faisait partie de la Cour suprême de justice du Guatemala. Lorsque Cristina avait environ 25 ans, elle a donné naissance au premier enfant du couple, Roberto Rosé, qui a été surnommé Robertito. Elle a quitté son travail pour se consacrer entièrement à son fils et sa famille. Après environ 4 ans, la deuxième fille du couple est née, Maria Mercedes. Cristina et Roberto formaient un couple parfait aux yeux de tous. Ou, du moins, c'est ce qu'il semblait et ce que la plupart des gens croyaient. Ils vivaient dans une résidence de luxe située dans le quartier Los Manantiales. Ainsi, le 5 juillet 2011, un mardi, Cristina a organisé une fête d'anniversaire pour Robertito. Là-bas, chez eux, le couple a alors reçu des invités. Et tout s'est déroulé comme prévu. Tellement que là même, dans l'émotion de la fête, disons, plusieurs accords ont été conclus. Comme, par exemple, un déjeuner avec les parents, une sortie le week-end avec un couple d'amis. Enfin, personne ne se doutait de rien. Mais ce moment-là serait le dernier jour où il verrait Cristina. Le lendemain matin, mercredi, le couple aurait repris sa routine quotidienne. Roberto a conduit les enfants à l'école et Cristina a couru dans un parc proche. Elle a fait des courses, récupéré les enfants à l'école, puis la famille a dîné et s'est couchée. Un jour comme les autres. Mais est-ce vraiment le cas? Le jeudi 7 juillet, au matin, Roberto est sauf parti à l'intérieur du pays, car il en avait besoin. En fait, il avait un engagement professionnel. Les parents de Cristina ont préparé le déjeuner pour elle, comme ils l'avaient convenu lors de la petite fête de mardi. Mais comme elle n'est pas venue, Ángeles et Juan Luis ont essayé d'appeler leur fille au téléphone, mais ils n'ont pas réussi à la joindre. À ce moment-là, ils appellent alors Roberto, qui dit avoir reçu un appel de l'école de ses enfants. Sa femme ne serait apparemment pas allée chercher les enfants à l'école. Et pour cette raison, la mère d'un des camarades de classe avait ramené les enfants à la maison. C'est-à-dire chez elle, les enfants du couple, alors. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que Cristina ne ferait jamais ça. La mère de Cristina se rend alors chez sa fille pour vérifier ce qui se passait, pour voir si tout allait bien. Elle a été rassurée de voir ses petits-enfants à la maison, mais sa fille restait introuvable. Tout était très étrange. Et cela est devenu encore plus étrange lorsqu'elle a découvert que dans la chambre de Cristina, il y avait encore son téléphone portable et ses papiers, son portefeuille. La femme, déjà très inquiète, discute avec ses petits-enfants qui affirment n'avoir eu aucun contact avec leur mère ce jour-là. Ángeles sort alors et demande aux voisins de la résidence s'ils avaient vu quelque chose ce matin-là, s'ils avaient rencontré sa fille, parlé avec elle. La réponse de tous là-bas est négative. Avec tout cela qui se passe, Ángeles et João, les parents de Cristina, déposent alors une déclaration de disparition auprès de la police concernant leur fille. Pendant que tout cela se déroulait, Roberto revient du voyage d'affaires qu'il avait.
En rentrant, il informe immédiatement la police de ce qui aurait pu arriver à son épouse. Roberto se souvient alors, lors de cette première déposition, que Christina était sortie marcher à 6 heures du matin. À peu près ce jour-là, et depuis, il n'avait plus réussi à parler avec son épouse. Le soupçon, à ce moment-là, pour le mari, était que la disparition de Christina pouvait être liée au crime organisé. Pourquoi? Personne ne le savait encore. Comme le mari était très inquiet et voulait aider, il engage alors des détectives privés pour pouvoir aider le parquet là-bas au Guatemala, pour aider l'enquête officielle. Et avec ces informations du mari, la police a suivi la piste initiale d'enlèvement. Et l'enquête s'est concentrée sur le parc où elle serait supposément allée courir ce matin-là. Mais étrangement, ils ne trouvent aucune preuve, ni aucun témoin indiquant que Christina serait allée courir ce matin-là. La famille de Christina a ensuite affirmé que leur fille n'avait reçu aucune menace dans les jours précédents. Et en plus, ils n'ont reçu aucun appel exigeant de l'argent, par exemple, comme rançon. Rien dans les jours précédents n'indiquait que Christina pouvait être en danger. Susanna, la sœur de Christina, se rend alors à San José Pinula, la ville où Christina vivait. Et cette ville se trouve à environ 30 km de la ville de Guatemala. Susanna s'y est rendue pour aider aux recherches. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle affirme que les déclarations de Roberto, le mari de sa sœur, concernant la disparition de Christina, semblaient suspectes. Contrairement à l'apparence sociale, Susanna a déclaré à la police que tous ceux qui étaient proches du couple, les vraiment proches, savaient qu'ils ne traversaient pas une bonne période. Christina présentait à plusieurs reprises des épisodes de frustration qui, selon Susanna, montraient de l'isolement, des difficultés économiques, un manque de confiance et un excès de contrôle de la part de Roberto. Cependant, elle a également précisé que ni elle ni sa famille n'avaient été témoins d'aucun acte de violence. Par exemple, de la part du beau-frère, comme une agression, une forme de maltraitance ou autre chose de ce genre envers sa sœur. De plus, Suzanne a déclaré que toute sa famille elle était engagée à aider dans les recherches. Mais elle ne voyait pas cela du côté de Robert, ni des personnes les plus proches de lui. Qu'est-ce qu'on avait à ce moment-là, alors? C'est un mari qui prétendait ne pas savoir où était sa femme, laissant entendre que cela pourrait être lié au crime organisé, à sa disparition. Quant à la sœur, elle dit que ce n'est pas tout à fait ça, qu'il y a quelque chose là, qu'il y a anguille sous roche, et la police se retrouve dans une impasse, devant enquêter sur plusieurs pistes. Pour Susanna, Roberto et sa famille n'avaient, à ce moment-là où tout le monde était déjà très inquiet, aucun intérêt réel à chercher ou à retrouver sa sœur. Pour elle, quelque chose était caché à ce moment-là. Ça, c'est selon le point de vue de Susanna, d'accord? Susanna a également raconté que depuis qu'ils avaient commencé à chercher sa sœur, Roberto semblait, en réalité, présenter certains comportements étranges, allant même jusqu'à disparaître, entre guillemets, pendant 2 jours. À ce sujet, Roberto aurait dit qu'il était très stressé et avait besoin d'une pause pour se détendre. Dans le même ordre d'idées, l'une des meilleures amies de Christina, appelée Stéphanie, déclare à ce moment-là qu'elle a essayé de l'appeler la veille de sa disparition. Elles se sont parlé ce jour-là vers 19h moins 20. Mais peu de temps après, Christina raccroche, prétextant que son mari arrivait et qu'elle devait préparer le dîner. Et à ce moment-là, une autre hypothèse de Roberto, le mari, apparaît. Après ces déclarations-là, n'est-ce pas, cette hypothèse du crime organisé, etc., etc. Quand il s'est rendu compte que cela ne tenait pas la route, Roberto a alors proposé une autre hypothèse. Cela suscite des soupçons, n'est-ce pas? Il dit alors à la police que Christina prenait des antidépresseurs et qu'elle était souvent totalement hors de contrôle. Cela serait arrivé parce qu'ils avaient essayé d'avoir un troisième enfant, mais quand elle est tombée enceinte, au bout de 3 mois, elle a fait une fausse couche. C'est pourquoi Roberto pense que sa femme a peut-être voulu se suicider. Une hypothèse peut-être plus, disons, pas minimalement acceptable que la première si vous ne connaissez pas tous les autres éléments. Mais avec tous les témoignages de la famille de Christina, ce revirement soudain de Roberto, ce n'est plus un crime organisé, mais une dépression. La police a fait le minimum. Elle a commencé à surveiller de près Roberto, d'autant plus que, clairement, il avait essayé de détourner et de retarder l'enquête. Et il semble que la police ne faisait pas non plus beaucoup d'efforts pour suivre cette piste. Regardez ça, les gars. Jusqu'à présent, ils n'avaient même pas vérifié la maison de la victime.
Mais maintenant, enfin, les policiers se sont rendus au domicile du couple pour vérifier de près s'ils pouvaient y trouver des preuves. Bien qu'à première vue tout semblait impeccable, une analyse au luminol a révélé que dans la chambre principale, c'est-à-dire la chambre du couple, il y avait des traces de sang. De plus, une couette avait disparu de la maison. Ces découvertes ont fait passer l'affaire d'un supposé enlèvement, ou quelque chose comme ça, à un homicide. Et Roberto était maintenant le principal suspect. Le témoin clé, le 18 juillet, la femme de ménage de la famille fait sa première déclaration à la police. Et elle finit par devenir une pièce fondamentale pour reconstituer ce puzzle. Elle affirme ne pas avoir vu Christina le matin de la disparition et que la veille au soir, tout semblait normal dans la maison. L'enquête avance alors et plusieurs analyses sur des ossements de corps retrouvés pendant cette période sont effectuées, mais aucun d'eux n'était celui de Christina. À ce stade, l'enquête semblait au pointe-mort. C'est pourquoi la famille de Christina et de nombreux soutiens ont organisé une manifestation. Plus de 500 personnes, y compris Roberto et apparemment certains membres de sa famille, étaient également présents. Mais quelque chose allait se passer qui allait tout changer, car le 3 août, alors que la recherche de Christina se poursuivait encore, Roberto disparaît avec les enfants. Cela a renforcé les soupçons contre lui, entraînant l'émission d'un mandat d'arrêt international. Après cela, l'enquête apprend que la femme de ménage de la maison, une femme appelée Petrona, n'avait pas été chez ses employeurs le matin du 7 juillet, mais plutôt chez les parents de Roberto. Et ce mensonge a fait que la femme a été arrêtée et est devenue une pièce fondamentale pour enfin résoudre l'affaire. À partir de là, cet employé, Petrona, se sentant en sécurité avec les officiers, avec la police, avec les enquêteurs, elle décide de raconter la vérité sur les événements du jour de la disparition de Christina, contrairement à ce qu'elle avait dit lors de sa première déposition. Vous vous souvenez qu'elle avait dit que, la veille au soir, tout allait bien et que, le lendemain matin, elle n'avait pas vu la femme dans la maison. Alors, elle a affirmé que, dans la nuit du 6 juillet veille de la disparition, le couple s'est violemment disputé. Une dispute tellement forte qu'elle a dit qu'elle avait pris les enfants du couple et s'était enfermée dans une chambre de la maison, avec les deux enfants, pour qu'ils n'entendent ni ne soient témoins de cette mauvaise situation. Alors, elle a mis la télévision très fort jusqu'à ce que les cris commencent à diminuer. Quand elle sort de cette chambre, elle voit le corps de Christina dans l'une des pièces et remarque aussi une flaque de sang. Roberto, dit-elle, aurait obligé la domestique à nettoyer cette flaque, toute cette scène. Et ensuite, il emmène la domestique chez ses parents. C'est pour cela que le 7, elle n'y est pas allée. Et Petrona, la domestique, a dû rester chez les parents de Roberto pendant toute la matinée de ce jour-là. Pendant ces heures-là, les parents de Roberto auraient menacé Petrona pour qu'elle garde le secret. Ils auraient même dit qu'ils la tueraient, ainsi que ses neveux, si elle témoignait contre leur fils monstre. L'enquête continue et quelques semaines après, 3 nouvelles arrestations ont eu lieu. Oscar Cuevas, engagé pour localiser Christina, et tenter de détourner l'enquête. En fait, vous vous souvenez, Roberto a engagé plus d'un détective privé pour soi-disant aider à l'enquête officielle. Eh bien, en réalité, c'était une pièce prédéterminée du puzzle pour brouiller le jeu. Ensuite, l'autre arrestation a été celle de Joaquim Flores, qui est un beau-frère de Roberto, ainsi que Javier Ruiz, qui aurait aidé l'accusé à sortir le corps de Christina de la maison. Avec autant de personnes arrêtées et des témoignages solides, il semblait que l'enquête avançait à grands pas, n'est-ce pas? Cependant, ce n'était pas le cas, car l'enquête a progressé très lentement au début, a fait naître des soupçons selon lesquels la mère de Roberto, la Madame Léon, vous vous souvenez d'elle, celle dont j'ai dit qu'elle est avocate et juge à une cour supérieure, a commencé à être soupçonnée d'être impliquée tirant les ficelles en coulisses pour provoquer ce retard. En fait, cette femme était une ancienne magistrate d'une cour suprême là-bas au Guatemala. Donc, l'impression était qu'elle avait essayé d'empêcher la poursuite des enquêtes grâce à son influence. Et d'ailleurs, elle a ouvert la voie pour que son fils ne soit ni retrouvé ni poursuivi. Les soupçons contre elle se sont accrus lorsque la police a enquêté sur les mouvements bancaires de la femme. Dans ces mouvements, ils ont trouvé des indices qu'elle avait envoyé de l'argent à l'étranger. Était-ce pour son fils? Il était évident que Roberto bénéficiait du soutien de sa mère pendant qu'il était en fuite, probablement dans un autre pays, avec ses enfants.
Le fait étant que depuis la disparition de Cristina, tout avait joué en faveur de Roberto. Simple coïncidence, la police a enquêté sur cette hypothèse bancale du crime organisé. Ils ont mis du temps à se rendre chez Roberto et chez la personne disparue pour vérifier s'il s'était passé quelque chose là-bas. La mère du suspect essayait de retarder les recherches de son fils, déjà en fuite. En raison de tout cela, le 20 octobre 2011, Madame Ophélia de Leon a été arrêtée, accusée d'entrave à la justice et aux enquêtes dans le cadre de la disparition de Cristina. En outre, à cause du témoignage de Petrona, la domestique, Ophélia, a été accusée de l'avoir menacée pour qu'elle garde le silence sur ce qu'elle avait vu, surtout pour ne pas témoigner contre Roberto. Cependant, l'influence d'Ophélia au sein du pouvoir judiciaire a continué, aussi incroyable que cela puisse paraître, à avoir du poids. Tout cela est étrange et logique, car la police va d'abord soupçonner le mari dans une disparition comme celle-ci. Normale procédure standard. Eh bien, la police recherchait Roberto dans toute la Guatemala et aux alentours, mais sans succès. Certains soupçonnaient qu'il se trouvait aux États-Unis, peut-être au Panama ou dans un endroit reculé de la Guatemala même. À partir de là, les Guatémaltèques ont commencé à s'indigner du manque de résolution de l'affaire. Et pas seulement pour la disparition de Cristina, mais aussi pour d'autres affaires très similaires. Des milliers de personnes ont commencé à exiger justice face à une épidémie croissante de féminicides qui se produisait là-bas dans le pays. La famille Secavisa, la famille de Cristina, n'est-ce pas, a organisé des marches dans toute la ville de Guatemala pour soutenir les victimes de violences domestiques. De plus, Susana, la sœur de Cristina, a fondé avec les amis de cette dernière l'association Voix pour Cristina, engagée contre la violence de genre. Et ce n'est que le 2 février 2012 que l'affaire a été transférée du parquet contre le crime organisé, tu te rends compte, au parquet spécial des délits contre la vie, désormais sous la responsabilité du procureur Hector Canastuc. Et maintenant, si tu pensais que l'affaire était déjà bizarre, c'est ici que ça va devenir complètement insolite. Regarde bien, le dossier de l'affaire indiquait que Roberto avait une maîtresse, qui serait la fille d'un supposé narcotrafiquant d'El Progreso, qui est un département là-bas, au Guatemala. Selon cette hypothèse, Cristina aurait découvert cette liaison extra-conjugale. À ce moment-là, elle confronte donc son mari, très en colère, qui se retrouve acculé et finit par tuer Cristina. Ensuite, Roberto contacte des membres d'un cartel là-bas pour les aider à faire disparaître le corps de son épouse quelque part dans un terrain à El Progreso, supposément une propriété du père de la supposée maîtresse de Roberto, qui était uniquement identifié comme le tigre de Marazan lié au cartel de Sinaloa. Eh bien, tout cela est vraiment bizarre. Mais restons attentifs, les gars, parce que c'est une partie de l'histoire qui semble être accidentelle. Alors, est-ce que toute cette histoire inventée qui a commencé à apparaître là, maintenant, n'était-elle pas déjà machiavélique ? Dès qu'il a évoqué le crime organisé, cela a mené à la création de cette cause hypothétique. Ce que cela laisse entendre, c'est que, quoi qu'il en soit, il semble que l'intention était de gêner l'enquête. Peut-être pour embrouiller l'opinion publique, surtout avec l'intervention possible de la mère influente dans la justice. Je ne sais pas, dans cette optique, n'est-ce pas ? En poursuivant ce récit, d'après ce récit, Roberto aurait caché le corps de Cristina avec l'aide de ses criminels, dans une fosse appartenant à un cartel, qui a ensuite été cimenté. Voici maintenant une partie insolite de l'histoire, regardez bien. Un informateur identifié seulement comme Giovanni Velasquez serait apparu. Et ce type a présenté quelques détails très spécifiques sur un lien supposé du crime avec le narcotrafic. Dans le même ordre d'idées, un peu pour corroborer. Selon ce Giovanni, deux frères, qu'il a seulement nommés Joachim et Louise, ils ont raconté qu'au début du mois de juillet, une camionnette et deux fourgonnettes seraient arrivées dans une ferme appelée El Carme, qui appartiendrait à un homme également désigné comme trafiquant, identifié sous le nom de Rutilio. Ces visiteurs sont donc arrivés là, comme ça, tranquillement, ils ont garé les voitures là-bas, et il y avait un corps à l'intérieur, enveloppé dans un tapis. Alors ils sont arrivés là et ont dit « Ah, notre ordre est d'enterrer ça ici, à environ 200 mètres de la rivière Motagua ». D'après les caractéristiques du corps, l'un d'eux a dit qu'il avait des signes délicats, certains très délicats. Alors, ses frères impliqués dans le crime pensaient qu'il s'agissait d'une femme, tandis que cet informateur, Giovanni, présentait ces informations. Roberto, ressentant toute la pression, toute cette pagaille qui se passait.
Le 4 août, il se serait réuni avec sa supposée maîtresse et aurait avoué son intention de s'enfuir avec ses enfants. Selon cette même version des faits, le père de la femme aurait même accepté d'aider Roberto, mais il aurait dit « Non, les enfants vont rester ici. Tu peux t'enfuir, mais les enfants restent. » Roberto a été furieux à cause de ça, n'est-ce pas? Il ne voulait pas laisser les enfants. Ils ont commencé à se disputer et le père de la supposée maîtresse de Roberto, un important trafiquant lié au crime organisé, a sorti son arme, a achevé Roberto. Et après ça, il aurait aussi ordonné de tuer les enfants. Et tous les corps, dans cette histoire, auraient été emmenés au même endroit où Christina serait enterrée. On a enfin bouclé cette partie folle de l'histoire. Ces déclarations complètement pleines de zones d'ombre. Parce que bon, n'est-ce pas? Ça ressemble vraiment à une histoire balancée, là, juste pour embrouiller, ou alors pour créer des pistes d'enquête, afin de gêner ou de retarder. Tout cela basé sur une supposition. Cela a même été formellement présenté au parquet peu de temps après. Une grande perquisition a même été menée dans une propriété d'un suspect, qui a duré environ 1 mois. Mais ils n'ont rien trouvé, tu sais? Les faits n'indiquaient pas cela. Autrement dit, pour la famille et les amis de Christina, toute cette hypothèse n'était que du baratin, une manœuvre grossière pour détourner l'attention et interrompre les enquêtes sur la disparition de Roberto. Alors, revenons maintenant aux faits. Le 25 mars 2013, Madame Ophélia, la mère juge du mari en fuite, a été libérée sous caution, à condition de rester en résidence surveillée. À la mi-année, Roberto figurait toujours sur la liste des Guatémaltèques recherchés par Interpol. Et sur de nombreux véhicules de la police nationale, une affiche avec sa photo offrait 15 000 quetzals, qui c'est la monnaie du Guatemala, à toute personne fournissant des informations sur sa localisation. La mystérieuse disparition de Roberto et de ses enfants se poursuivait jusqu'à ce qu'en novembre 2013, la Fondation Survivants reçoive un email avec une photo en pièce jointe. Sur cette photo de l'email, on voyait un homme nommé Carlos Villarreal. C'était un père célibataire en surpoids, affirmant que sa femme l'avait quitté, le laissant responsable des enfants. Il ne travaillait pas parce qu'il avait hérité d'une grande fortune, mais il était intégré dans les cercles sociaux de la communauté. Les membres de cette fondation des survivants sont allés vérifier cela et il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils fassent le lien. C'étaient les enfants disparus, les enfants de Christina, et cet homme-là ne ressemblait pas à Roberto. Mais immédiatement, ils ont transmis cette information aux autorités. Cet email, cette photo, l'emplacement et tout le reste. Alors, les autorités du Guatemala ont pris contact avec les autorités du Mexique, d'où venait cet email, cette photo et le reste. Les deux nations ont alors mené une opération conjointe pour intercepter ce supposé Carlos et ses 2 enfants. Ainsi, le 8 novembre 2013, le suspect a été arrêté à Mérida, Yucatan, au Mexique. Là, il n'avait plus nulle part où fuir. Il a été confirmé qu'il s'agissait bien de lui, Roberto, qui avait complètement changé son apparence physique. Lui et ses 2 fils utilisaient tous des pièces d'identité avec de faux noms. Roberto a été immédiatement extradé vers le Guatemala. Et l'apparition des 2 fils de Christina a été un soulagement pour sa famille, car il craignait pour la vie des enfants. Les 2 ont été confiés à la garde de la famille maternelle, après un conflit avec la famille de Roberto, qui exigeait également d'avoir la garde des enfants sous sa responsabilité. Et ainsi, 2 ans après la disparition de Christina, la procédure judiciaire ne faisait que commencer. Lors des premières audiences, la version des faits a été donnée par le fils aîné du couple, qui confirmait cette 2e déclaration de la domestique. Vous vous rappelez qu'elle a dit que le couple s'était disputé et qu'elle s'était cachée avec les enfants? Voilà. Le fils a déclaré qu'il se trouvait dans une chambre de la maison le 6 juillet 2011, pendant que ses parents se disputaient. Et la dispute avait abouti à l'assassinat de sa propre mère. Accusation. Le 20 février 2014, Roberto Barreda a été accusé des crimes de féminicide, de mauvais traitement envers des mineurs et d'obstruction à la justice. Le ministère public a maintenant pu reconstituer ce qui était arrivé à Christina le jour où elle a été vue pour la dernière fois.
Selon les procureurs, dans la nuit du 6 juillet 2011, Cristina et Roberto se sont violemment disputés dans la chambre de leur fils Robertito. À un certain moment, la dispute dégénère alors sur le plan physique et la victime finit par être assassinée sous les coups de son mari. Roberto sort ensuite le corps avec un pick-up et parcourt plusieurs endroits du pays pour tenter de le dissimuler. Avec l'aide de sa mère, l'ex-juge, il cache les preuves du crime. Son véhicule essaie nettoyé et même les tapis ont été remplacés. Bien qu'il ait tout pour entamer le procès contre Roberto, la procédure est à nouveau retardée. Ce n'est qu'en 2015 que le tribunal a jugé Roberto et sa mère, Madame Ophelia. Et Madame Ophelia était accusée d'avoir menacé la domestique pour qu'elle ne dise rien et aussi d'avoir couvert le crime de son fils. Pour le déroulement du procès, la participation de 15 experts et de 85 témoins avait été admise, ainsi que l'étude de 108 documents et de 31 moyens de preuve qui avaient été demandés par le ministère public. Mais il faudrait attendre plusieurs années avant le début du procès. En 2019, le juge a ordonné l'ouverture du procès. Et à ce moment-là, en plus de Roberto, était également accusée sa mère, accusée de menaces, et l'enquêteur privé, Oscar Celada Cuevas, celui qui avait été engagé pour aider dans l'affaire. Je pense que tu t'en souviens, Panescepa, une audience était prévue pour le 15 avril 2020. Cependant, oui, l'affaire a connu un rebondissement inattendu. Le 21 juillet 2020, Roberto Barreda a été hospitalisé pour une infection respiratoire liée à la Covid-19. Cela a de nouveau reporté le procès jusqu'à ce qu'un nouvel avis soit donné. Mais les jours suivants, Roberto s'est aggravé, a eu des complications et n'a pas réagi au traitement. Quelques jours après, Roberto Barreda essaye morse à l'hôpital. Cependant, l'affaire continuait pour sa mère, Ofelia de León, ainsi que pour Oscar Celada Cuevas. Parallèlement, l'agence spéciale désignée par le ministère public poursuivait les recherches des restes de Cristina. Car ils n'ont jamais dit où ils se trouvaient, procédant à des exhumations dans divers cimetières, sur des personnes enterrées sans identification, mais rien. Ce n'est que le 30 septembre 2020 que le tribunal a commencé les travaux et a accordé à Madame Ofelia de León un critère d'opportunité. C'est un mécanisme légal qui permet au ministère public de décider d'engager une action pénale ou de réduire la peine d'un accusé. La conséquence de cela, c'est qu'Ofelia ne devait plus être soumise à un procès. Dans le cas de Cristina Ciecavisa, la seule chose à faire était d'accorder une réparation à Petrona, en payant à la domestique de la maison d'où la femme a disparu environ 4 000, 3 000 ré, plus ou moins. Et comme si cela n'était pas assez absurde, le tribunal a aussi accordé le critère d'opportunité à l'enquêteur privé. L'homme devait aussi verser 10 000 quetzals d'indemnisation aux enfants de Cristina. Voilà tout. De plus, il ne pouvait pas contacter les personnes concernées par la procédure. En janvier 2021, le parquet spécial chargé de l'affaire Cristina a poursuivi l'exhumation dans les cimetières. L'objectif, bien sûr, était de localiser ces restes là-bas, mais cela n'a pas eu lieu. En résumé, de novembre 2020 à juin 2021, jusqu'à 47 exhumations ont été réalisées dans 6 départements du pays. Malgré plusieurs jours de recherche intensive et beaucoup d'efforts, Cristina n'a pas été retrouvée. En 2024, le parquet a révélé que le téléphone, autrefois attribué à Roberto Barreda, était devenu un élément clé de l'affaire. Les relevés de l'appareil indiquaient que l'homme s'était trouvé sur l'itinéraire où les recherches étaient menées le même jour où la disparition de son épouse avait été signalée. Enfin, les gars, grâce au téléphone, ils ont pu accéder aux données système de positionnement global et ils placèrent le type exactement là où il se trouvait, observant les recherches. Et ce que j'ai à dire, c'est que, jusqu'à la clôture de cet épisode, le ministère public là-bas reste engagé à élucider l'affaire et à rechercher la justice. Pour la famille de Cristina, le pire dans tout cela, c'est que leur deuil continue. Il n'y a pas de conclusion, même si de nombreux indices montrent probablement ce qui s'est passé. On n'a pas, n'est-ce pas, ce moment où l'on dit « maintenant c'est fini ». Et l'affaire de Cristina n'a pas été seulement un avant et un après. Pour la famille, d'accord, mais aussi pour le pays. Parce que grâce à l'énorme répercussion de l'affaire, le thème de la violence contre les femmes et des féminicides dans tous les États du Guatemala est arrivé dans tous les médias. Et surtout, cette affaire a démontré le chemin difficile pour atteindre la justice lorsque la corruption fait partie de l'appareil judiciaire.
Mince, ça dérange vraiment de voir la tournure que ça a prise, n'est-ce pas? La famille de Christina est en deuil éternel, sans pouvoir retrouver leur fille pour lui faire des adieux dignes. Et tous ceux qui étaient impliqués, l'un est décédé et les autres qui ont aidé, malgré tout ce gâchis, s'en sont sortis pratiquement indemnes. L'affaire est restée impunie. C'est déplorable, mais j'attends votre avis en commentaire. Merci pour votre compagnie. Bisous du roux, à bientôt pour le prochain épisode.